puisque selon vous, ce qui se dégage, c'est plutôt qu'une décision rationnelle d'un point de vue militaire, encore une fois, une décision peut-être de vengeance, en tout cas d'affirmation de puissance de destruction. Voyons quelles sont ces réactions. Vous dites écocide, vous parlez de crime. Eh bien, on va voir que l'émotion, l'indignation suscitée dans le monde, elle est bel et bien présente. Voici les indispensables avec Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. D'abord, Kiev. Comment a réagi l'Ukraine ? D'abord, lorsque Volodymyr Zelensky reçoit sur son bureau les premières informations sur la destruction du barrage, eh bien, il est un peu avant 6 heures du matin. Sans attendre, il convoque en urgence les membres de son conseil de sécurité. Ils sont une vingtaine rassemblés autour du chef d'État, image projetée au mur. Volodymyr Zelensky, lui, prend solennellement la parole. La Russie est un État terroriste, c'est ce qu'il dit. On l'écoute. Цієї ночі вони підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції. О 2:50 ночі стався цей вибух. Абсолютно свідомий, підготовлений вибух. Вони точно знали, що вони роблять. І з яким цинізмом Росія ставиться до людей, чию землю захопила. Та що насправді Росія несе Європі і світу. І це найбільш небезпечний терорист у світі. Un peu plus tard, il s'adressera au monde et demandera la convocation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors comment est-ce que les alliés de Kiev, en particulier les pays occidentaux, ont réagi ? Eh bien, la condamnation est ferme et unanime. Écoutez d'abord le chancelier Olaf Scholz à la télévision allemande. Und das ist ja auch etwas, das sich einreiht in viele der Verbrechen, die wir in der Ukraine gesehen haben, die von russischen Soldaten ausgegangen sind. Und in einer Art, der gehört zu einer Kriegsführung, die immer auch zivile Ziele, Städte, Dörfer, Krankenhäuser, Schulen, Infrastrukturen angegriffen hat, was mit einer militärischen Kriegsführung ja erstmal gar nicht verbunden wäre. Und deshalb ist das etwas, das eine neue Dimension hat, aber zu der Art und Weise passt, wie Putin diesen Krieg führt. Condamnation également de la France par la voix de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Un nouveau seuil a été franchi, dit-elle, et de l'OTAN par la voix de son secrétaire général Jens Stoltenberg, qui évoque la brutalité des Russes. President Putin's unprovoked war of aggression against Ukraine has changed our security environment for the long term. This is an outrageous act which demonstrates once again the brutality of Russia's war in Ukraine. Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, qualifie, lui, cette action. La destruction du barrage de Kakhovka est un acte odieux. Attaquer intentionnellement des infrastructures exclusivement civiles est un crime de guerre. Et c'est ce que dit également le président du Conseil européen, Charles Michel. La destruction d'infrastructures civiles est clairement qualifiée de guerre. Et il ajoute, nous tiendrons la Russie et ses mandataires responsables. Alors la Russie, justement, pardonnez-moi, est-ce qu'elle revendique l'attaque ? On a cru comprendre que ça n'était pas tout à fait le cas, mais vous allez nous préciser les choses. Non, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, réfute toute attaque menée par Moscou et à l'inverse accuse Kiev. En retour, nous rejetons fermement l'accusation d'avoir fait exploser la centrale hydroélectrique de Kakhovka. C'est un sabotage délibéré de Kiev. L'un de ses objectifs est de priver la Crimée d'eau. Même tonalité dans les propos du ministre de la Défense, Sergei Shoigu, qui, lui, accuse l'Ukraine d'avoir fait diversion. On l'écoute. С целью недопущения на этом участке фронта наступательных действий российской армии киевский режим осуществил диверсионный, по сути, террористический акт, который привел к затоплению значительной территории и будет иметь тяжелые и долговременные экологические последствия. Этот факт свидетельствует о заранее спланированной киевским режимом крупномасштабной диверсии. Bon, merci Lucille. C'est ce qu'on disait sur ces réactions russes qui ont tendance systématiquement, mais on va pas revenir là-dessus. Tout désigne la Russie dans cette affaire. Est-ce que, d'une certaine manière, la Russie devait s'attendre à ces réactions, devait s'attendre à ce tollé ?
Alors, est-ce que ça, Si vous voulez, ça le handicap ou pas? je pense qu'on ne peut pas détacher le problème du barrage de celui de la centrale nucléaire maintenant. Il n'y a que 2 objectifs majeurs sur le front, sur la ligne de front, c'était le barrage et la centrale nucléaire. Ce qui est dans ce message... Centrale nucléaire c'est contrôlée par la aussi Russie par les Russes, à l'heure qu'il hein, est. contrôlée. Donc il y a ces 2 objectifs de très grande valeur, à tout point de vue. Et donc là, ce que l'on voit, c'est que l'un des 2 a été détruit. Quasiment détruit. Ce qui veut dire que, au plan stratégique, si on détruit l'un, ça veut dire qu'on peut menacer l'autre, qu'on peut le détruire. C'est ça le message aussi. Vous pensez que c'est le cas? Et je pense qu'on ne peut pas, dans la réflexion qui doit être menée, dire s'ils ont effectivement détruit ce barrage, ils sont aussi capables de toucher à la centrale. C'est ce que la Russie veut nous faire croire? Je pense que c'est aussi ce Ou c'est message. ce que vous redoutez? Alors, on le redoute, parce qu'évidemment, centrale nucléaire, même si c'est un incident limité, mais c'est une centrale nucléaire. Donc, qui veut dire qu'il n'y a pas de sanctuarisation d'objectifs. Donc c'est une escalade. C'est une escalade. C'est ce que d'ailleurs a dit le secrétaire général. Là. On a un franchissement de seuil. Qu'a dit Il a Catherine employé ce Colonna. terme. C'est une escalade. C'est une escalade, Vera? À mon avis, ça s'inscrit dans la stratégie de Poutine qui était dès le début comme ça, ne pas avoir des limites. On sait qu'il y avait des frappes sur les maternités, sur les hôpitaux, sur le gare ferroviaire. Donc ça s'inscrit complètement dans tous les moyens que Poutine peut utiliser pour atteindre ses objectifs. Après, juste, je voulais faire un petit commentaire sur le débat sur la rationalité. Parce qu'à mon avis, c'était un peu la piège que vous avez fait peut-être à l'exprès. Parce que quand on discute la rationalité de Poutine, c'est toujours pas très clair de quoi on discute, parce que souvent il y a ceux qui disent qu'il n'est pas rationnel, l'autre quand même insiste qu'il est rationnel. Il y a aussi une approche qui dit que Poutine a une rationalité spéciale. Voilà. Moi je crois que c'est plutôt ça, et c'est pourquoi pour lui même attaquer miner après faire sauter cette barrage, ça peut s'inscrire dans les plans militaires, purement que militaires, même si c'est pas juste une seule route qui pouvait aider les Ukrainiens, ce que disait Jean-Dominique, ça peut quand même servir comme une cible, même s'ils arrivent à faire sauter une seule route, c'est déjà pas mal. Et après, ils peuvent effectivement bloquer cette partie qui, quand même, il avait peur que les Ukrainiens pouvaient avancer. Donc, ça peut être purement militaire, parce que pour les raisons humanitaires, ils étaient prêts dès le début de nier tout. Pour ça, ils n'ont aucun problème. Et comme dit François, cette route, il suffisait d'y mettre d'immenses blocs de béton et on n'avait pas besoin de faire sauter tout un barrage pour la bloquer, puisqu'elle était sous le contrôle du feu russe. Voilà, après, les Russes pouvaient peut-être craindre de perdre le contrôle de ce barrage lors de l'offensive et à ce moment-là préférer effectivement le miner et le détruire. C'est une escalade ? D'abord, c'est une escalade. On craignait que les Russes ne s'en prennent au barrage l'année dernière pendant les opérations contre Kherson. Ils ne l'avaient pas fait à l'époque. Alors que militairement, ça aurait peut-être été plus plaidable qu'aujourd'hui. Là, ils l'ont fait. Le général Delorme a raison. C'est un objectif stratégique de premier ordre. Et il n'y avait pas besoin de faire sauter l'ensemble de l'ouvrage pour couper une petite route qui pouvait être contrôlée par une compagnie de soldats un petit peu aguerris. Il faut craindre pour Zaporijjia, pour la centrale nucléaire de Zaporijjia. Oui, bien sûr, mais là aussi, depuis le début. Vous vous souvenez de l'entrée des Russes dans la centrale de Zaporijjia, je crois que c'était vers le 4 ou le 5 mars. Ils y sont entrés avec un char d'assaut qui a tiré sur une des portes du bâtiment de gestion de la centrale. Et c'était visiblement pas à ce moment-là une décision prise au Kremlin. C'était la culture de la guerre qu'évoquait Vera et qu'a évoqué Scholz. D'ailleurs, Scholz, il a dit grosso modo, la Russie de Poutine, elle est ainsi faite. Elle adore faire des crimes de guerre de toutes sortes contre les hommes, les femmes, les enfants, les villes, les infrastructures. Là, je vous suis. Par contre, je ne pense pas un instant qu'à quelque chose d'aussi important que Kakhovka ait pu être le barrage ait pu être détruit
uniquement pour des raisons militaires qui sont, alors là, pour le coup, quand même marginaux. C'est Jean-Dominique et moi, je crois qu'on est assez d'accord là-dessus. Simplement, là-dessus. on entend le concert de protestation. Ouais. Et au fond, qu'est-ce que ça change? Ça changera, ça servira de piqûre de rappel, notamment chez les Européens, sur ce qui est en jeu dans cette guerre. Ça a été la vertu de la causerie, puisqu'il s'agissait d'une causerie en l'occurrence, qui a été programmée avant ces événements de Scholz à la télévision allemande. Avoir un nouveau train de sanctions, avoir de nouvelles livraisons d'armes, avoir de nouvelles lignes de crédit pour l'Ukraine, et ainsi de suite. Ce sera beaucoup plus facile ainsi. Merci, Monsieur Poutine. Jean-Dominique? Oui, moi je suis d'accord globalement avec ce qui vient d'être dit. Je voudrais aborder la question qu'on n'a pas abordée, la question de l'eau pour la Crimée, parce que quand même c'est un sujet qu'on entend beaucoup. Est-ce qu'il se tire une balle dans le pied ou pas? On dit qu'il a fait des réserves par ailleurs. Alors apparemment, au mois de novembre-décembre, pendant plusieurs jours, enfin semaines même, le niveau de l'eau avait considérablement baissé au barrage de 2 mètres, ce qui est énorme. Hein. On parle quand même de surface colossale. Derrière le barrage. Derrière le barrage. Et l'hypothèse, c'est que, et encore une fois, on parle d'hypothèse là, c'est que d'importantes réserves d'eau ont été faites en Crimée. Parce qu'il faut bien comprendre que la Crimée est totalement dépendante du Dniepr pour son alimentation en eau, à peut-être 90%. Or, la Crimée, c'est une terre de granit. C'est une terre granitique. Si vous creusez, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nappe phréatique. Hein, c'est comme le centre de la Bretagne, où voilà, il n'y a pas de nappe phréatique. Donc, l'eau, il faut la faire venir de l'extérieur. Or, la Crimée, c'est de plus en plus chaud. Il y a le réchauffement climatique en Crimée comme ailleurs. Et l'été 2001, je crois, a été particulièrement chaud. Et tout le pays ne peut pas vivre sans eau. L'agriculture, les gens, il n'y aurait pas d'eau potable. Si il y a eu des tentatives d'installation d'usines de dessalement d'eau de mer, mais qui n'ont pas marché parce qu'il n'y avait pas les pièces occidentales, et ainsi de suite. Donc là, il y a un vrai risque. Maintenant que le barrage a pété, eh ben, on verra comment les choses se passeront cet été. Et ça veut dire qu'il était prêt. Oui. Que la Russie était prête, alors non seulement à inonder complètement toutes ces lignes de défense aussi qu'il y avait sur la rive gauche du Dniepr. On se souvient de toutes ces tranchées et de ces dents de dragon. Tout ça est aujourd'hui sous l'eau. Dont on ne sait plus rien. Voilà, tout ça est sous l'eau, mais aussi éventuellement à risquer de priver la Crimée d'eau. Ouais. Tout cela pour affirmer cette puissance de destruction. Il y a beaucoup de d'irrationalité. Mais c'est pas la première fois dans cette guerre qu'on se dit mais pourquoi font-ils ça? Pourquoi font-ils ça? Bon, oui, François. J'apporterai quand même une petite nuance. Poutine est déraisonnable, mais il n'est pas irrationnel dans son comportement par rapport aux objectifs qu'il s'assigne, ces objectifs déraisonnables. Et je me garderais bien de dire qu'il s'agissait d'un acte de folie. C'est pas du tout un point académique, parce que si on part du principe que Poutine est non seulement déraisonnable, ce qu'il est, je crois assurément, mais qu'il est aussi irrationnel, voire fou, à ce moment-là, vous partez du principe qu'il peut faire n'importe quoi et qu'il va faire n'importe quoi. Et avec les alarmes correspondantes dont on a eu quelques échos autour de ce plateau concernant le domaine nucléaire. Or, depuis le début de la guerre, il est difficile de trouver des actes poutiniens qui soient irrationnels par rapport à sa politique de déraison. Irrationnel par rapport à la déraison. Là, Vera, il y en a pour vous, là. dans la façon de raisonner que nous pouvons avoir, nous. Simplement. Le message qui est passé aussi, c'est qu'il est capable de détruire tout. C'est ça qui est aussi, il passe. Qu'est-ce qui passe comme message? Si vous détruisez un pont majeur, un barrage majeur,
Ça veut dire que vous êtes capable de faire la terre brûlée. C'est quand même une technique qui a été utilisée pendant des siècles par les Russes lorsqu'ils sont en grande difficulté. C'est qu'ils rasent tout. Non pas qu'ils ont, sur le tsar, a fait brûler Moscou quand Napoléon est rentré. Et pendant la Grande Guerre patriotique, ils ont fait la terre brûlée. Ils rasent tout. Et pardon, on montrait les images tout à l'heure, en 1941, Et il fait, Staline contre l'occupation nazie. fait sauter le grand pont. Il y a des dizaines de milliers C'est ça aussi le d'Ukrainiens qui message payent qu'il de faut leur passer. vie la destruction du barrage pour faire C'est qu'il est obstruction capable aux nazis. Tout casser. Ouais. Notons quand même qu'il n'y a apparemment pas un mort, ce qui est quand même une assez bonne nouvelle. Apparemment, les animaux du zoo de Kherson sont morts, ont été noyés, mais il n'y a pas de victimes, il n'y a pas de victimes humaines. Humainement, ce qui s'est passé, c'est terrible, ces images, la pollution, mais c'est quand même beaucoup moins grave que Boutcha. Où Oui, on a bien sûr. assassiné dans le genre dans la rue, torturé des mômes et violé les femmes dans la rue. Voilà. À quoi faut-il s'attendre à la télévision Un russe? écocide. Eh ben, on en a déjà un échantillon. C'est déjà dans toutes les conversations à la télé publique russe. Et évidemment, le discours officiel est relayé. Les saboteurs ukrainiens ont agi, à moins que ce soit Londres et Washington. Écoutez. Давайте вспомним знаменитую концепцию, которая была предложена американским мозговым центром корпорации РЭНД по перенапряжению России, по растяжению сил России, вывода ее из равновесного состояния. Собственно, вот один из элементов – этот масштабный теракт, который, еще раз повторяю, и убежден в этом, был спланирован и в Вашингтоне, и в Лондоне. Я думаю, что здесь в первую очередь мы должны искать британский след мозговой, который вот, собственно, в сочетании с соединением тех возможностей, которые есть на Украине, и привели к тому, что сегодня произошло. Поэтому это прямая ответственность официального Лондона, официального Вашингтона, и мы должны вещи называть абсолютно своими именами. Montage Baptiste Amossé, vous n'avez pas l'air surprise, Vera. Non, pas du tout. C'est les discours qu'il maintenait quand il faisait des actes comme ça. Quand, par exemple, effectivement, il y avait l'avion abattu en 2014, en juillet, dont les victimes étaient 230 personnes. Donc, chaque fois, ils sont dans leur discours assez habituel de complotisme, d'accuser les anglo-saxons, parce qu'il y avait une question pourquoi il n'y a pas de Paris, et dans leur accusation, parce qu'ils sont toujours... Pourquoi? Parce qu'il y a un discours en Russie qui accuse à chaque fois, dans tous les problèmes de la Russie, les anglo-saxons. Voilà, donc les Américains et les Britanniques. Donc ça a une certaine tradition aussi dans la politique soviétique. Donc voilà, Paris. Il y a le grand démon et le petit démon, comme autrefois du côté des Iraniens, je crois. Hein. C'est là-bas qu'il y avait cette terminologie. Le grand Satan et le petit Satan. Donc, mais nous ne sommes même pas sataniques en France. Donc, ouais. Il y a une vision que, bon, je ne veux pas vexer la France, mais dans la propagande russe, pour eux, la France est une marionnette un peu des États-Unis, des Anglais aussi. Bon, c'est pas très logique, mais c'est comme ça. Donc, la France, marionnette des Anglais. Oui. Ah non, alors là, c'est plus terrible que tout. Voilà, mais dans leur monde, tout est possible. Ces Russes sont impardonnables. Moi, je ne suis pas étonnée. Il y a plein des choses comme ça qui sortent dans leur discours. Donc, c'est assez classique, bien sûr. Ils cherchent les excuses, ils cherchent de mettre d'accuser les Ukrainiens pour ne pas être accusés, pour ne pas être vus comme les terroristes qu'ils sont, malheureusement. Bon, on a appris beaucoup de choses. Merci, parce qu'on a appris que d'un point de vue strictement militaire, ce n'était pas une action qui allait avoir un impact très fort. Ce n'est pas ici que les Ukrainiens pouvaient compter sur une contre-offensive majeure. C'est ce que vous nous avez dit clairement. Il faut d'abord comprendre ce qui s'est passé avec les destructions de ce barrage qui, de toute évidence, est le fait des Russes. Il faut d'abord la comprendre comme un acte de destruction affichée, un acte de violence ostentatoire pour impressionner et pour tenter, de la même manière que les bombardements sur les villes toutes les nuits, ou de la même manière qu'ils ont tenté de détruire les installations électriques pour mettre la population dans le froid et dans le noir, on est toujours un peu dans ce registre-là.